Salut tout le monde, c'est Sam the Manette Man, de retour encore et toujours, il faut bien. Et aujourd'hui, donc du coup, vidéo un peu spéciale, je l'avais donc dit dans ma vidéo de review de Night of Champions, je vais donc parler de Monday Night Raw, qui a eu lieu lundi soir, donc hier soir, que j'ai pris le temps de regarder ce matin et ce midi en entier, enfin en entier. Je le répète encore, je le regarde pas en entier, je regarde ça sur le site français de la WWE qui me donne genre on peut être 3 minutes par match, en général la fin. Et donc, bah, comme en général, je l'ai déjà expliqué aussi, le lendemain des pay-per-view, vu que les pay-per-view sont la fin d'une rivalité ou oui, enfin, d'une feud ou de quelque chose comme ça, ou d'une course pour un titre, en général, il y a pas mal de nouvelles choses qui sont créées le lendemain des pay-per-views. Donc c'est pour ça, en général, il y a beaucoup de nouvelles infos, beaucoup de nouveaux il y a des nouveaux points de départ de certaines choses. Et donc du coup, c'était le cas hier. Et donc j'ai noté, donc il y a eu plusieurs choses, hein. J'ai gardé que six choses à peu près importantes. Enfin, en tout cas, des choses dont j'ai envie de débattre bon, tout seul. Mais qui me semblait important à signaler et donc à mentionner. On va commencer par ce qui me paraît donc le plus intéressant, à savoir le retour bel et bien de Dean Ambrose, plus cinglé que jamais. Alors, il est arrivé donc je rappelle qu'il est arrivé à Night of Champions pendant le match qui devait avoir lieu entre Seth Rollins et Roman Reigns, match qui n'a pas eu lieu pour cause de blessure de Roman Reigns. Seth Rollins a donc été déclaré vainqueur par forfait. C'est là que Dean Ambrose est arrivé. Le show de Raw a donc commencé avec ça, car les deux hommes en avaient, enfin car John Cena et Dean Ambrose en avaient après Seth Rollins, donc du coup voilà, il y a eu une confrontation entre les deux hommes. Dean Ambrose est toujours parti pour emmerder pour de bon encore Seth Rollins et ça va continuer, on verra bien encore un pour plus tard. Euh, donc il a apparemment fini le tournage de son film, hein, donc je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche. Apparemment, le tournage de son film s'est fini donc ce week-end. Et donc, il a été rappelé très rapidement pour pallier l'absence de Roman Reigns à Night of Champions. Et au final, c'était peut-être pas plus mal. Enfin, c'était pas une mauvaise idée, quoi, tout simplement. Et du coup, ça va se dépatouiller comme ça. La rivalité va continuer. Et puis bah, je crois que c'est un petit peu près tout. C'est pas plus mal parce que Dean Ambrose commençait à manquer à la fédération. C'est vrai que c'était une sacrée carte à jouer. Enfin, une pièce maîtresse, on va dire, de ce que nous propose la WWE maintenant. C'est vrai que de le faire envoyer en tournage alors qu'il est en push, c'était pas la meilleure des idées. Mais bon, voilà, il est de retour et c'est l'essentiel. Deuxième point important, vous savez que le Miz a remporté le titre intercontinental face à Dolph Ziggler à Night of Champions. Le rematch a eu lieu hier soir et Dolph Ziggler a de nouveau remporté son titre intercontinental. Il joue au tennis avec le titre, hein, c'est un petit peu bizarre. Je suis pas très fan. Le but étant, à mon humble avis, si on prend un point de vue si on se rentre dans l'histoire, le but est quand même de décrédibiliser le Miz. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de garder le titre plus d'un jour quand même, hein. C'est pas super. Sachant que. Enfin voilà, il y a quelque chose qui risque de se créer par contre. C'est un truc qui est parti pour suivre, enfin pour continuer. J'ai entendu dire qu'apparemment Dolph Ziggler aurait une rivalité qui viendrait face à Bray Wyatt. Pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Je sais pas pour quand ça viendra. En tout cas, je pense que cette rivalité face au Miz risque de continuer car le Miz donc a encore un droit à un rematch pour le titre intercontinental. Est-ce que ça aura lieu à l'INSL? Il y a de fortes chances. Euh, et je pense qu'au fur et à mesure des semaines, je pense que Artros et Damian Sando, qui sont les valets donc de Dolph Ziggler et du Miz respectivement, vont avoir un rôle à jouer. En bien ou en mal, il est possible qu'il y ait un heel turn, un face turn de l'un des deux, j'en sais rien. Faut voir comment ça va se goupiller. Je pense qu'on peut faire quelque chose de pas mal avec ces quatre bonhommes autour du titre intercontinental. Ensuite, deuxième défaite de Mark Henry, qui a donc perdu face à Rusev. Donc il avait déjà perdu dimanche soir à Night of Champions. Il repère hier soir. Alors, il faut savoir que ce coup-ci, alors je sais pas exactement comment ça s'est terminé à Night of Champions, mais là, ce coup-ci, il a, Rousseff a porté sa prise de finition et comme l'avait fait Jack Swagger, Marc Henry a préféré complètement s'évanouir
au lieu d'abandonner en gros, parce que s'il abandonne, ça aurait fait vraiment qu'il laisse tomber son pays, ou enfin voilà, un truc comme ça. Euh, Là, du coup, partant de ce point de vue-là, 2 défaites d'affilée pour Mark Henry, c'est quand même un sacré coup dur. Je pensais pas qu'on en arriverait là. C'était, en fait, je pense que pour ceux qui n'avaient pas compris que la rivalité de Mark Henry et de Rusev s'arrêtait à Night of Champions, ils l'ont fait comprendre en mettant un gros point final le lendemain à Raw. Donc je pense que ça s'arrêtera là parce que 2 défaites sur 2 jours d'affilée pour Mark Henry, c'est quand même quelque chose de cuisant. Et donc du coup, on va partir sur autre chose pour les deux bonhommes. Je sais pas ce qui va en devenir de Rusev. Qui est-ce qu'on pourrait lui, enfin, qui est-ce qu'on pourrait lui donner à catcher? J'en ai absolument aucune idée. Là, comme ça, j'ai pas de grande idée qui me viennent en tête. Euh, qui est-ce qui pourrait défendre l'honneur des États-Unis face à un mec comme Rusev et de préférence assez baraque pour le faire. À part le Big Show, du coup, je vois pas grand monde. Donc voilà, ça c'est fait. 4ème point, la feud, la rivalité entre les Bella Twins qui est aussi vide que l'intérieur de la tête de Nabila. Et on va changer un petit peu quand même. Hein. Bon. Euh, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps parce que il se passe vraiment pas grand chose. Hier, il s'est passé. Donc, Nikki Bella a fait appel à Brie. Elles se sont rejointes toutes les deux sur le ring. Et il y a eu enfin, c'est même pas une engueulade ou une dispute, c'est une espèce de petite querelle, un petit caprice de la part de Nikki Bella qui voulait être la seule à s'appeler Bella. Elle voulait que Brie abandonne le nom Bella. Elle voulait vraiment plus être considérée comme sa sœur. Et je me suis dit, waouh, elles ont quand même pas trouvé. Elles ont pas trouvé mieux que ça. C'est quand même. C'est super léger. C'est super léger. Pourtant, une rivalité entre interfrangins, il y a matière à faire. Enfin, entre frangines, hein, je veux dire. Et il y en a déjà eu, hein, je veux dire. Je pense au frère Hardy, bon, c'est encore un autre level hein, par rapport au frère Bella, aux sœurs Bella, pardon. Mais voilà, quoi, je veux dire, je sais pas sur quoi ça va déboucher. J'ai un peu peur. On verra bien, de toute manière. J'y peux pas grand chose, mais va falloir soit qu'elle passe à la vitesse supérieure, soit qu'elle laisse carrément tout tomber, parce que là au point où on en est, c'est super ennuyant, quoi. Je veux dire, on se fait carrément chier, quoi. Ça, on dirait une engueulade de 2 heures. On a l'impression qu'elles oublient qu'elles ont des gens à divertir autour d'elles. Elles trouvent rien de plus que ça. Elles s'attaquent, elles s'envoient des petits pics comme ça, au lieu de. Enfin, c'est du catch, quoi. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a matière à envoyer les poings et envoyer les pieds, quoi. Je veux dire, ou aller plus violemment, quoi. Je veux dire, c'est tout. Bon, c'est arrivé quoi. Au final, c'est Brivella qui a fini par éjecter Nikki en dehors du ring, mais c'est tout quoi. Il y a rien de plus. Quoi. Il y a rien de plus. Donc pareil, affaire à suivre et j'espère pour pas trop longtemps. En tout cas, faut que ça accélère entre les sœurs Bella parce que là, pour l'instant, c'est juste pas possible. On se fait chier comme des rats morts et ben, ça suffit quoi, tout simplement. Euh, Ensuite, quel autre point? Pas de Brock Lesnar pendant le show. Alors, par rapport à ce que je dis avant, c'est vrai que ça peut paraître bizarre que ça me surprenne. Parce que c'est vrai que bon, Brock Lesnar a l'habitude de ne se pointer genre qu'une seule fois avant le pay-per-view dans lequel il va catcher. Donc à savoir, je crois qu'il s'est pointé que lundi dernier pour Night of Champions. Et là, je pensais quand même, s'étant fait attaquer par Seth Rollins, je pensais qu'il allait, au moins Paul Heyman, allait arriver sur le ring pour parler de ce genre de choses-là. Et du coup, pas du tout. Ils ont laissé l'affaire à Dean Ambrose et à John Cena. Au final, c'est vrai que c'est eux qui sont les plus affectés de ce qui s'est passé pendant le match. Enfin, surtout John Cena. C'est lui qui est le plus affecté de ce qui s'est passé pendant son match pour le titre. Parce que c'est vrai que c'est Seth Rollins qui a tout niqué. Mais je m'attendais quand même à voir Brock Lesnar ou au moins Paul Heyman dans le truc pour avoir quelque chose à redire. Je sais pas, je pense que ça me semblait un minimum. Quoi. Au moins Paul Heyman, quoi. Mais du coup, non, zéro. Rien du tout. Donc à voir comment la WWE va aussi gérer la feud entre Seth Rollins et Dean Ambrose et John Cena pour ajouter Brock Lesnar par-dessus. Donc faut voir. Ça va certainement commencer à se mettre en place lundi prochain, voire lundi d'après, parce que c'est vrai que le prochain pay-per-view, donc c'est Hell in a Cell, et si je dis pas de bêtises, c'est le 27. Je vérifie rapidement
sur mon téléphone niveau calendrier. Je crois que c'est dans plus d'un mois. Oui, ça doit être ça. Ça doit être le 27. Le 26, voilà, autant pour moi, le 26 octobre. Donc du coup, il y a encore, oui, il y a encore 4 euros au moins, peut-être 5. Enfin, voilà, il y a encore de quoi construire tout ça. Donc à suivre dans les prochaines semaines. Et le dernier point, alors c'est pas le plus intéressant, mais je vais parler d'autre chose après. La feud entre Bo Dallas et Jack Swagger. Alors c'est vrai que Jack Swagger sortant de sa rivalité avec Rusev, je m'attendais à trouver quelque chose de mieux. Et non, on l'a simplement mis face à Bo Dallas. C'est une rivalité qui est loin d'être intéressante, hein, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, qu'est-ce qui s'est passé à Raw? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu simplement un match entre les deux bonhommes et Zeb Colter, qui est donc de nouveau le manager de Jack Swagger. Je sais pas pourquoi il est parti pendant quelques semaines, Zeb Colter. Je sais, peut-être des raisons familiales. J'irai me renseigner. Et du coup, Zeb Colter a pris le micro et s'est foutu de la gueule de Bo Dallas qui venait de perdre face à Jack Swagger. Quoi en penser? Faut qu'on. Je vois difficilement quoi faire avec cette rivalité, sans déconner, parce que ni Bodalas ni Zeb Colter sont connus pour faire des grandes promos ou super bien vendre leur match, je veux dire. Et même en soi, Jack Swagger n'est pas un super grand catcheur, je veux dire. Pour moi, le meilleur catcheur entre les deux bonhommes, ça reste Bodalas, enfin, je parle du niveau. Mais sachant que Bodalas, il est heel et qu'il peut pas donc montrer euh, tout son set move, il peut pas faire tous les mouvements qu'il connaît. Ça, je veux dire, ça manque énormément de saveur, quoi. Je veux dire, c'est super fadasse comme truc. Il faut faire quelque chose. Euh, on veut garder, je pense qu'ils voulaient garder Bodalas au devant de la scène avec sa gimmick de merde. Et ils ont rien trouvé de mieux que de le mettre face à Jack Swagger. Euh, je sais pas, peut-être que face à Kofi Kingston ça aurait pu être plus intéressant, hein, donc quelque chose comme ça. Ah oui, tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, je crois que j'en ai fini à peu près avec Jack Swagger et Bodalas. Je ne sais pas du tout ce que sont devenus Jack Swagger, j'y arrivé, ce que sont devenus Xavier Woods, Biggie et Kofi Kingston, qui le lendemain de SummerSlam ont été plus ou moins embarqués. Enfin, c'est Xavier Woods qui leur a dit qu'il fallait maintenant qu'ils saisissent eux-mêmes leur opportunité. Donc il s'adressait à Biggie et à Kofi Kingston et rien depuis. Donc je sais pas. Peut-être que la WWE veut volontairement, en tout cas c'est ce que j'aimerais espérer, volontairement nous faire oublier qu'ils étaient là et du coup ils vont nous les replacer à un moment où on va pas s'y attendre. Peut-être quelque chose comme ça. Pour l'instant je vois que ça et bon je vois souvent le mieux mais je sais pas ce que ça va donner donc à savoir. À suivre, pardon. Et ben voilà, j'ai fini avec Euro. Ah oui, alors aujourd'hui, j'ai pris le temps, sur les quelques moments tranquilles que j'avais pendant mon taf, de regarder un petit bout de Night of Champions. Alors j'ai simplement vu le pré-show, euh, qui contenait exactement ce à quoi je m'attendais. Donc Christian qui parle avec une intervention sur l'écran géant de Randy Orton et et Chris Jericho qui finit par lui répondre en disant la gimmick de la vipère de Randy Orton pour se moquer de lui, etc. etc. Un segment pas très très long, hein, au final, hein, ça a duré 5 minutes, je crois. Donc il y a dû y avoir, je pense, dans le reste du pré-show qui dure quand même une demi-heure, beaucoup de parlotte entre ce qui a dû se passer donc, dans la zone backstage, plus les promos. Le pré-show donc devait pas être excellent non plus, donc je sais pas si. Voilà. Au final, si j'avais eu à choisir, je me serais pas levé pour voir ça. Ça valait vraiment pas le coup. Et par contre, j'ai quand même regardé, parce que c'est ce qui m'intéressait presque le plus, le rematch donc, pour le titre WWE poids lourd, donc entre Brock Lesnar et John Cena. Je voulais voir comment ça s'était goupillé l'intervention de Seth Rollins et tout ça. Donc je l'ai revu sur YouTube rapidement. J'en ai profité. Faut en profiter maintenant si vous voulez revoir certains matchs sur YouTube parce qu'ils vont être très très vite. Les vidéos vont très vite être supprimées par les dirigeants de la WWE qui donc interdisent de me diffuser ça sur YouTube. La plupart des vidéos sont donc supprimées. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai trouvé que le public était quand même vachement dedans. Et ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais qu'en tant que rematch d'un match de merde, je pensais pas que les gens seraient encore clients comme ça. Et les gens donc étaient quand même énormément derrière Cena. Parce que Cena avait quand même fait sa promo en disant qu'il allait
se révolter et qu'il allait vraiment se mettre un gros coup de pied au derche pour botter le cul à Brock Lesnar. Et c'est à peu près ce qu'il a fait, hein. Il lui a envoyé 4 F5 dans la tronche, des STF de partout. Bon, c'est vrai que c'est Brock Lesnar qui a dominé quand même, je pense, allez, 60%, 70% du match. Peut-être même plus, hein. Donc ouais, je pense 75% du match, alors que pendant le match à SummerSlam, il avait dominé pratiquement 95% du match. Et c'est voilà, il y a une évolution quand même. On a eu à peu près le même Brock Lesnar. Il y a juste eu 2 nouvelles souplex, des prises différentes qu'il a fait et qu'il a pas fait à SummerSlam. Mais c'est tout. Donc le match, en fait, là où c'était intéressant, c'était dans la réaction du public, je pense. C'était le public donnait l'impression que le match était super, alors que si on le regarde vraiment de près, c'était loin d'être le cas, hein. Tout compte fait, c'était pas énorme. La seule chose, c'est qu'il y a eu quelques temps, à chaque fois que John Cena portait un F5, il y avait une tentative de tomber et tout le monde s'attendait à ce que Brock Lesnar ne relève pas l'épaule et perde le match. Et c'est juste après un long STF et un Attitude Adjustment. Je crois que je viens de me planter dans mes phrases. Je viens de dire F5 au lieu de Attitude Adjustment. Ouais, voilà. Bon, après que John Cena ait porté un STF puis un F5 sur Lesnar, il a posé le tombé et c'est là que Seth Rollins est arrivé pour tout exploser et pour littéralement niquer le match. Par contre, la fin du show était carrément bâclée. Je pensais que ça mettrait un gros point fort à la toute fin, et en fait non, parce qu'il faut savoir que donc après il y a eu un échange de coups entre Brock Lesnar, Cena et Seth Rollins. Seth Rollins s'est fait éjecter en dehors du ring par Cena, et Cena s'est donc fait contrer. Enfin, c'est Lesnar qui a posé son F5 à John Cena, et le show s'est arrêté pas là, et c'est-à-dire que ça a duré encore pendant presque 5 minutes, le temps que Lesnar récupère son titre, marche et sorte de la salle, et c'était 5 minutes super longues pour une fin de show. C'était je veux dire, voilà quoi, tu te demandes un petit peu, il va encore se passer quelque chose, tu restes un petit peu comme ça, tu te dis il manque quelque chose, puis en fait non, rien, donc t'es un petit peu déçu. La fin du pay-per-view nous laisse un petit peu sur notre fin. Bref, voilà. J'ai fait le tour donc de Raw, j'ai même parlé un petit peu de Night of Champions. Je pense que maintenant, dès que je vais avoir à vous parler de Night of Champions, si je regarde le pay-per-view, je pense que je le ferai par ordinateur sur Facebook. Je referai pas de vidéo juste pour Night of Champions, ça m'étonnerait. Ou alors d'une autre manière. Donc voilà. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ce sera certainement une vidéo de prédiction pour Hell in a Cell, donc le 26 octobre. Donc si on fait les calculs, Raw devrait avoir lieu le 20 octobre. Donc je vais m'arranger pour que la vidéo sorte le 21 au plus tard le 22 octobre. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Sam the Mullet Man pour la review de WWE Monday Night Raw d'hier soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne bourre, et à tout plus, joyeux Halloween, et puis... Bouddha